Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question importante. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Eh bien, tu as certainement déjà entendu une réponse à ce sujet. Aujourd'hui, je vais te donner mon opinion à ce sujet. Et je vais déjà te parler des avantages et quelques inconvénients de l'achat d'une résidence principale, mais je te parlerai également des avantages et quelques inconvénients concernant le fait de louer sa résidence principale. Et à la fin, je te donnerai mon opinion par rapport à cette question. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Alors, faut-il louer ou acheter sa résidence principale? Premièrement, on va parler de la résidence principale. J'aimerais te dire ceci. Il n'est pas rare d'entendre ci et là qu'il faut absolument acheter sa résidence principale. Il faut acheter d'un point de vue investissement, d'un point de vue gestion de son argent, d'un point de vue patrimoine financier, que c'est la meilleure chose à faire. Eh bien, comme tu le sais, si tu es ancien sur cette chaîne ou encore si tu es nouveau, j'aimerais te dire ceci, c'est que en termes d'argent, il faut te méfier de la pensée populaire. Je m'explique. Déjà, quand on parle de prospérité financière, quand on parle d'investissement, quand on parle d'actifs ou de passifs, tu dois comprendre que la résidence principale est clairement un passif. Pourquoi est-ce qu'une résidence principale est un passif? Simplement parce que quand tu achètes une résidence principale, que tu payes cette résidence principale cash ou encore que tu empruntes de l'argent avec ta banque, l'achat d'une résidence principale est clairement un passif parce que, évidemment, quand tu achètes une résidence principale, premièrement, tu as des coûts au niveau de l'achat, mais tu as également différents coûts par rapport à l'utilisation normale de cette résidence principale, assurance, électricité, réparation mineure, entretien et j'en passe. Donc, j'ai déjà entendu dire que, effectivement, d'un point de vue comptable, une résidence principale est un actif. Eh bien, face à cette déclaration, face à cette affirmation, je dis tout simplement que ce type d'affirmation donne du crédit à tous ceux qui nous disent tous les jours que quand on parle d'argent, quand on parle d'enrichissement personnel, l'école a rendu un très mauvais service à plusieurs personnes. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que on n'est pas dans des concepts complexes de comptabilité, on parle de finances personnelles et d'enrichissement pour les particuliers. Donc, dans ce contexte-là, l'achat d'une résidence principale est clairement un passif parce que cet achat te coûte de l'argent et cet achat ne ramène pas de l'argent dans tes poches. Du moins, tant aussi longtemps que tu occupes cette résidence principale. Deuxième chose par rapport à la résidence principale, c'est que bien souvent, l'achat d'une résidence principale est un achat, je dirais, émotionnel. C'est-à-dire que on finit par justifier avec des arguments financiers notre achat, mais avant d'acheter même, généralement, les motivations profondes qui nous poussent à acheter cette résidence principale sont souvent des motivations, influencées par nos émotions, notre envie d'avoir un chez-soi, notre envie, évidemment, de posséder un bien tangible, etc., etc. Donc, bien souvent, l'achat d'une résidence principale est motivé par des raisons autres que financières, tout simplement. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, certains te diront que acheter une résidence principale, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire plutôt que louer. Mais je te dirais, et l'argument évidemment qu'on va donner, c'est qu'au moment de la location, évidemment, tu payes de l'argent à un propriétaire, donc ça te coûte quelque chose et cet argent disparaît. Eh bien, j'aimerais te dire que dans le cas de l'achat d'une résidence principale, ce problème existe toujours. Sauf que ce problème se présente différemment. Je m'explique. Quand tu achètes une résidence principale cash, eh bien, tu es face à ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Ça veut simplement dire que si ta résidence principale te coûte 300 000 euros, par exemple, et que tu mets 300 000 euros sur la table, oui, c'est bien, tu possèdes cette résidence principale-là, donc tu n'as pas, tu ne dois rien à ta banque. Sauf que pendant le temps que tu occupes cette résidence principale, les 300 000 euros sont figés dans la brique, tout simplement, et ces 300 000 euros ne te rapportent rien. Alors que
si tu n'avais pas acheté cette résidence principale-là, tu aurais pu placer ce 300 000 euros à 10%, à 15%, à 5%, à 4%, dépendamment du type de placement et de ta capacité à prendre des risques ou pas. Pour faire un calcul simple, si tu figes 300 000 euros dans l'achat d'une résidence principale et que de l'autre côté, tu aurais pu placer ce 300 000 euros-là, on va dire à 5% par exemple, eh bien, désormais, cette résidence principale te coûte 15 000 euros par année, tout simplement. Voilà, on parle par rapport à un coût d'opportunité. Sans compter, bien entendu, les autres coûts qui découlent tout simplement de l'utilisation normale d'une résidence principale. Voilà. Donc, toujours concernant la résidence, l'achat de la résidence principale, il y a tout le volet, on revient encore à tout le volet pression sociale. Plusieurs personnes vont, sans même s'en rendre compte, céder finalement face à une forme de pression sociale et ils vont finir par acheter une résidence principale beaucoup trop chère par rapport à leurs moyens tout simplement. Eh bien, encore là, dans ce cas-ci, c'est que, on est face à un coût d'opportunité important, que ce soit parce que tu achètes cette résidence principale cash ou encore que ce soit parce que tu passes à travers un prêt bancaire. Dans les deux cas, je viens de te l'expliquer, il y a un coût d'opportunité. Dans le cas de la banque, évidemment, il y a des intérêts payés sur le prêt et sur l'emprunt. Et dans le cas d'un paiement cash, il y a évidemment un coût d'opportunité comme je viens de te le montrer. Voilà. En plus de cela, quand on achète, évidemment, on succombe un peu à cette tentation qui découle d'une pression sociale et qu'on a le malheur d'acheter une résidence principale beaucoup trop chère. Qu'est-ce qui arrive? C'est que non seulement qu'on a un coût d'opportunité, mais on a également tout le stress qui découle effectivement d'un achat mal calculé, c'est-à-dire d'une personne qui finit par acheter un bien beaucoup trop cher par rapport à ses moyens et désormais tous les jours effectivement c'est une course contre la montre et c'est une charge financière insupportable qu'on vit au jour le jour et cela peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, en tout cas dépendamment de la longueur du prêt bancaire ou encore tant aussi longtemps qu'on continue à posséder cette résidence principale. Et pour finir, toujours dans les cas des personnes qui vont payer une résidence principale beaucoup trop chère, il y a, dans des cas beaucoup plus rares, je l'avoue, mais il y a le risque de saisie, tout simplement, que la banque décide, effectivement, la banque qui a prêté de l'argent, dans le cas bien sûr d'un prêt bancaire, d'un emprunt auprès de la banque, il y a toujours le danger que la banque décide de saisir la résidence principale dans le cas où, effectivement, le propriétaire a désormais des difficultés pour rembourser l'argent emprunté auprès de la banque, tout simplement. Voilà. Toutefois, il existe quand même quelques avantages au fait d'acheter sa résidence principale. Premièrement, pour tous ceux qui ont énormément de difficultés à épargner de l'argent, le fait d'acheter sa résidence principale pourrait représenter une forme d'épargne forcée, même si dans les premiers mois, évidemment, si on emprunte auprès de la banque, dans le premier mois, on rembourse effectivement de l'intérêt, mais également une partie en capital. Mais sur la durée, le fait d'acheter sa résidence principale peut représenter une manière efficace, je dirais, d'épargner de manière forcée d'un côté. De l'autre côté, dépendamment de ta situation, tu peux avoir une famille qui s'agrandit et ressentir le besoin d'avoir un chez toi, d'avoir cette sécurité à travers ta résidence principale. Et quand je parle de sécurité ici, je ne parle pas de finances personnelles, je parle simplement d'un foyer, de ressentir effectivement un certain confort finalement en habitant dans une résidence principale qu'on possède. Et encore là, on revient un peu dans l'aspect émotionnel de la chose. Voilà. De l'autre côté, sur la durée, si évidemment l'achat a été bien fait, tu peux te retrouver dans une situation où la résidence principale gagne en valeur de manière accélérée, de sorte à ce que avec le temps, tu te retrouves avec un patrimoine financier. Essentiellement, concernant la résidence principale, je reviens sur le volet passif versus actif. Il y a énormément de malentendus à ce niveau-là. Plusieurs personnes vont acheter une résidence principale motivée par leurs émotions, mais par la suite vont tenter tant bien que mal de justifier cet achat, un achat peut-être mal calculé par des intérêts financiers, par le fait même qu'une résidence principale serait un actif. Et je te rappelle ici qu'une résidence principale n'est pas un actif. On parle plutôt d'un passif. Ici, du moins tant aussi longtemps que tu posséderais cette résidence principale. Et en plus, une résidence principale vient effectivement avec un coût d'opportunité qu'il ne faudrait pas ignorer. Maintenant, si on parle du fait de louer,
Premièrement, clairement, quand on loue sa résidence principale, on ne possède pas en tant que tel cette résidence principale-là. Donc, on paye un loyer tous les mois au propriétaire donc de cette résidence principale, et on pourrait on pourrait avoir un sentiment, bien entendu, de donner de l'argent, de jeter de l'argent par la fenêtre, de donner de l'argent à quelqu'un d'autre alors qu'on aurait pu mieux utiliser cet argent-là. Je te dirais, en mon sens, c'est pas vraiment le cas. Tout dépend toujours de combien, du coût de location de cette résidence principale-là. Parce que, oui, il faut payer. Tu payes un loyer, c'est clair, mais on vient de le voir aussi dans le cas d'un achat d'une résidence principale, il y a une forme de loyer déguisé, soit par l'intérêt qu'on paye à la banque ou encore par le coût d'opportunité qu'on aura parce qu'on a payé cash. Voilà. Donc, dans le cas d'une location, il y a également ce loyer qu'on paye tous les mois qui peut nous donner l'impression de jeter de l'argent par la fenêtre. Maintenant, si tu es du genre économe, si tu as une stratégie claire pour épargner de l'argent. D'ailleurs, entre parenthèses à ce sujet, je t'invite à regarder dans la partie de description parce que j'ai une formation que j'ai lancée depuis quelques semaines qui a pour objectif de te donner une stratégie claire pour que tu puisses épargner, simplement, rapidement, même avec un petit salaire. Donc, tu regarderas dans la partie description. Donc, dans le cas d'un loyer, donc, si tu es du genre économe, il se pourrait que le loyer, le fait de louer ta résidence principale, te donne un coussin d'air, je te dirais, pour que tu puisses accumuler un certain capital plutôt que d'acheter tout de suite sa résidence principale. Et l'avantage, bien entendu, d'accumuler un certain capital, c'est que quand tu adoptes la posture d'un investisseur, la posture de celui qui veut garder le contrôle sur son argent et éventuellement développer son patrimoine financier, voire même atteindre une liberté financière, le capital est quelque chose de très, très important dans le monde de l'argent. Le capital est quelque chose de très, très important pour celui qui désire atteindre des objectifs financiers importants. Donc, le fait de rester locataire pendant un certain temps, le temps d'accumuler un capital, ainsi épargner cet argent-là, eh bien, le coût d'opportunité que tu aurais si tu décidais d'acheter, dans le cas où tu décides d'acheter ta résidence principale tout de suite, eh bien, dans ce cas-là, tu n'as pas ce coût d'opportunité. Bien au contraire, tu as un capital qui s'accumule rapidement et qui te permet de l'investir et d'avoir un rendement, donc d'obtenir un rendement important. Par la suite, éventuellement, acheter ta résidence principale pendant qu'il te reste encore un capital, pendant que tu as encore des actifs, des investissements qui travaillent pour toi. Donc, tu vois un peu comment est-ce que tu pourrais également voir la chose. Maintenant, si tu loues ta résidence principale en ce moment et tu n'as aucune stratégie pour épargner ton argent, tu n'es pas du genre à économiser de l'argent de manière efficace et que tu es plutôt du genre à vivre au jour le jour, eh bien, ça devient un danger parce que l'avantage de l'épargne forcée qu'on retrouvait dans le cadre de l'achat d'une résidence principale, eh bien, dans ce cas-ci, tu n'as plus cet avantage-là. Eh bien, dans ce cas-là, tu peux effectivement dire que tu jettes de l'argent par la fenêtre tous les mois en payant un loyer. OK? Donc, non seulement que tu payes un loyer, mais en même temps, tu ne prends pas avantage du fait d'avoir moins de frais par rapport à cette résidence principale-là. Donc, tu ne prends pas avantage, donc tu n'épargnes pas. Et si tu n'épargnes pas, tu n'es pas capable d'investir. Donc, tu vois que d'un point de vue finance personnelle, d'un point de vue enrichissement, c'est tout sauf avantageux pour toi. Donc, tu vois que dans chaque cas, il y a des nuances à faire, il y a des choses à, évidemment, analyser. Donc, la réponse n'est pas toujours oui, c'est la résidence principale, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire d'un point de vue finance personnelle. Pas du tout, pas du tout. En ce qui me concerne, évidemment, tu me vois venir, la meilleure chose que tu pourrais faire, parce que, comme tu le sais, sur cette chaîne, l'objectif est toujours de parler effectivement de finances personnelles, de prospérité financière, voire de liberté financière à travers différents piliers. Dans ce cas-ci, on parle de résidence principale, donc d'immobilier. Donc, en ce qui me concerne, la meilleure chose que tu pourrais faire, si aujourd'hui tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale, si aujourd'hui tu es encore en train de te poser la question de savoir est-ce que tu devrais acheter ta résidence principale ou pas, en mon sens, il faudrait déjà te poser quelques questions. Premièrement, est-ce que tu en as les moyens? Deuxièmement, où est-ce que tu en es par rapport à ta vie? Est-ce que l'endroit où tu vis en ce moment, tu te vois rester là pendant de longues années? Si oui, effectivement, l'achat d'une résidence principale pour une personne qui en a les moyens devient une question sérieuse. Maintenant, si tu ne sais pas encore où est-ce que tu vas t'installer, si tu n'as pas encore les moyens pour t'acheter cette résidence principale-là,
Clairement, la réponse est non, ce n'est pas le bon moment. Eh bien, tu dois comprendre également que même si tu as les moyens d'acheter ta résidence principale, il faudrait que après cet achat-là, que ta capacité d'épargner reste intacte. Il ne faudrait pas que tu achètes une résidence principale et que par la suite, tu détruis par la même occasion ta capacité d'épargner. En ce moment-là, tu deviens un peu comme un esclave de ta résidence principale, donc incapable d'économiser, donc incapable d'investir. Donc en ce moment-là, oui, tu es très heureux d'avoir une résidence principale, mais tu te mets en danger parce que tu détruis tes capacités d'atteindre une prospérité financière. Eh bien, et là encore, tu vas commencer à courir chaque jour face à une charge financière, donc un passif, voilà, qui va te stresser au jour le jour. Voilà. Donc, clairement, pour finir cette vidéo, si tu n'as pas d'épargne en ce moment, à mon sens, la meilleure chose à faire, ce serait déjà d'accumuler de l'épargne, déjà de commencer à mettre de l'argent de côté. Et si, pour arriver à cet objectif-là, il faut que tu loues dans un premier temps ta résidence principale, eh bien, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Par la suite, une fois que tu auras accumulé de l'épargne, une fois que tu auras effectivement une certaine capacité à investir et voire à acheter ta résidence principale, évidemment, ça serait le bon moment pour acheter cette résidence principale-là. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose, parce que pour moi, l'objectif n'est pas plus l'achat de la résidence principale, mais pour moi, c'est un objectif global, c'est un objectif, voilà, d'avoir une santé financière, voilà, donc avoir, oui, un bien immobilier, mais également avoir des actifs, donc avoir des investissements, parce que je te le rappelle, la résidence principale n'est pas un actif, donc avoir une résidence principale, c'est bien, mais il faudrait également avoir des actifs à côté, pouvoir investir et pouvoir générer des revenus passifs et à terme atteindre une forme d'aisance financière, voire une liberté financière. Et si pour cela, il faut commencer par louer pendant quelques temps, eh bien, il n'y a absolument pas de problème à ça. Parce que en termes d'argent, il faut bien entendu savoir différer une gratification immédiate pour un gain futur plus important. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Partage également cette vidéo. Ainsi, nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Sur ce, moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.